Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Je suis le docteur Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Théo Siguier. Bonjour Théo. Bonjour. Vous êtes étudiant en quatrième année à Sciences Po Ex. Vous venez de finaliser votre mémoire intitulée Entre néopanafricanisme et lutte informationnelle russe, comment les entrepreneurs d'idéologie panafricains renouvellent-ils le discours anti-français en Afrique francophone subsaharienne, post-opération Barkhane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Merci. Nous sommes accompagnés d'Alceni Thiam, que je ne présente plus, qui est donc expert et analyste auprès du 2R3S et du MIPAS. Bonjour Alceni, merci pour votre présence. Merci Jérôme Pignel pour l'invitation. Alors Théo, j'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vous pensez que les États africains, en particulier les pays sahéliens et les pays d'Afrique de l'Ouest, sont aujourd'hui outillés pour faire face à cette nouvelle forme de radicalité que vous appelez dans votre travail ces entrepreneurs d'idéologie panafricain? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les États sahéliens et les États d'Afrique de l'Ouest n'ont pas la même perception de cette nouvelle forme de panafricanisme. Les États sahéliens soutiennent beaucoup ce panafricanisme parce que rejettent catégoriquement la présence de la France et de l'Occident de manière plus générale en Afrique. Et on l'a vu depuis les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger que les juntes sahéliennes ont une approche très hostile vis-à-vis de la France, qui s'est matérialisée par le retrait de l'opération Barkhane en 2022. Et donc, ils ne souhaitent pas s'opposer à ce néopanafricanisme et le soutiennent même, et qui s'illustre par le fait que de nombreuses personnalités majeures de ce courant, à commencer par Kémy Séba, mais aussi Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi, sont très souvent invités par ces trois pays pour nouer des liens de coopération au point même qu'aujourd'hui, Kémy Séba a reçu un passeport diplomatique du Niger pour devenir conseiller spécial du général Tiani. Euh, et donc, dans cette perspective, il ne s'est pas s'y opposer. Après, en revanche, les pays d'Afrique de l'Ouest ont une vision plus nuancée vis-à-vis de ce nouveau panafricanisme. Et là se pose donc la question de est-ce qu'ils ont les outils véritables pour y faire face pour lutter contre cette forme de radicalité. D'abord, on remarque que ce néopanafricanisme se diffuse essentiellement sur les réseaux sociaux. Il séduit la jeunesse et prospère sur les réseaux sociaux et s'accompagne très souvent de fausses informations, de désinformations. Donc, c'est de savoir si ces pays d'Afrique de l'Ouest ont les outils numériques spécifiques pour aller à l'encontre de cette désinformation, apporter des faits qui puissent contredire ces fausses informations. Et on remarque aujourd'hui que leurs capacités sont réduites vis-à-vis de l'ampleur de ce courant. Donc, de ce point de vue, il est compliqué pour eux de lutter contre cette nouvelle forme de panafricanisme, mais il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce que les institutions historiques africaines, comme l'Union africaine ou la CEDEAO, peuvent constituer un rempart face à ce néopanafricanisme dans un contexte où les trois États du Sahel se sont organisés autour de l'Alliance d'États du Sahel, donc l'AES, qui critique vivement ces institutions de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et on remarque aujourd'hui que l'AES ne constitue pas un contre-modèle assez efficace malgré ses avancées et malgré le fait que à la base c'est une coopération militaire, mais qu'elle tend à être davantage, de plus en plus politique, voire économique. Malgré ces avancées, l'Union africaine et la CEDEAO continuent d'être des remparts et un modèle viable d'unité et de solidarité et de coopération des États d'Afrique de l'Ouest. Et on l'a vu très récemment, notamment avec le Sénégal, où on aurait pu penser que le Sénégal rejoindrait l'AES avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qui est très hostile à la présence française en Afrique, mais qui a affirmé et a confirmé sa volonté de demeurer dans la CEDEAO et de la faire prospérer. Donc, même s'il y a des faiblesses au niveau numérique
pour contrer cette nouvelle forme de panafricanisme, les institutions comme l'Union africaine et la CEDEAO constituent toujours des remparts et il faut davantage euh, les développer pour qu'ils constituent un autre modèle que l'AES. Euh, voilà. Donc, Merci. Et comment expliquez-vous le paradoxe entre le narratif qui promeut la souveraineté et l'indépendance alors qu'il y a une véritable forme d'asservissement vis-à-vis des nouveaux partenaires? alors, c'est une question très intéressante et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout au long de mon travail de recherche, c'est de surmonter ce paradoxe qui émane de ce néopanafricanisme. D'un côté, il y a la volonté d'émancipation et de souveraineté des pays africains qui est propre au panafricanisme et qui passe dans ce néopanafricanisme par une critique virulente de la France et de l'Occident. Et de l'autre côté, on voit la création d'alliances avec des nouveaux partenaires, comme vous l'avez dit, notamment la Russie en premier lieu, qui pourtant sont totalement étrangères à la cause panafricaine et qui mènent même une politique de prédation à l'égard du continent africain. On l'a vu avec la milice Wagner qui exploite très largement les ressources minières dans les pays dans lesquels elle est établie et qui aussi affirme vouloir apporter de la sécurité à ces pays, mais qui s'accompagne d'abus et de meurtres de civils selon certains rapports. Donc, comment expliquer ce paradoxe? Mon mémoire m'a conduit à distinguer deux logiques fondamentale. La première, c'est que ces néopanafricains bénéficient de gains à la fois matériels et symboliques de cette coopération avec la Russie. D'abord matériel, on l'a vu par exemple avec Kémy Séba qui a été directement payé par Evgeny Prigojine à hauteur de 400 000 euros pour diffuser des contenus pro-russes et mener une campagne de désinformation à l'encontre de la France. Et donc, au-delà de son enrichissement personnel, c'est en fait, on peut les considérer comme des entrepreneurs d'idéologie, des entrepreneurs de cause, qui ont pour but de faire fructifier leur activité. Et donc, cet apport financier leur permet de s'étendre, de se développer et de diffuser davantage de contenu. Ensuite, il y a l'aspect, les gains symboliques et politiques. Euh, Ces néo-panafricains se servent de la Russie et de la notoriété de certains de ces médias, de leur notoriété mondiale, comme Russia Today ou Sputnik, pour atteindre une influence et une audience beaucoup plus large que l'Afrique dans le monde entier et dans les diasporas. Euh, et donc ça, c'est la première logique. Et la deuxième logique, c'est que cette alliance repose entre les néo-panafricains et la Russie repose sur un fondement idéologique commun plus profond, c'est-à-dire que les néo-panafricains font de la lutte contre la France et l'Occident une composante essentielle de leur idéologie et de leur narratif, tout comme la Russie qui souhaite s'ériger en tant que leader du Sud global, et donc tous deux se revendiquent de ce Sud global euh, et souhaite lutter contre les valeurs, le modèle occidental et l'hégémonie supposée ou réelle des puissances occidentales dans les relations internationales. Donc, cette alliance leur permet de ne pas être isolés sur la scène internationale, d'avoir des véritables partenaires pour faire entendre leur cause. C'est toujours plus facile pour eux d'être accompagné de puissance plutôt que d'être tout seul pour mener cette lutte contre l'Occident. Mais donc qui pose la question de la dénonciation d'une domination supposée au réel de la France et de l'Occident en Afrique, là où il noue en fait de nouvelles formes de dépendance vis-à-vis de ces acteurs, qui en plus ne sont pas connus pour respecter le droit international. Et donc, finalement, ce néopanafricanisme fait de la lutte contre la France et l'Occident son objectif principal, souvent aux dépens, malheureusement, et c'est ce qui est regrettable, de la véritable unité et de la souveraineté des États africains. Merci beaucoup Théo Siguier. Donc je rappelle que vous êtes étudiant à Sciences Po Ex et que vous venez de finaliser votre mémoire intitulée Entre néopanafricanisme et lutte informationnelle russe,
Comment les entrepreneurs d'idéologie panafricains renouvellent-ils le discours anti-français en Afrique francophone subsaharienne post-opération Barkhane? Un sujet au cœur de l'actualité au Sahel, mais pas seulement, plus largement en Afrique de l'Ouest, et un véritable sujet dans la géopolitique internationale du moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet intéressant travail. Merci également à Alseni. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Merci beaucoup.